Je vais inviter les intervenants à allumer leur caméra pour qu'on puisse vous voir. Et merci. Super. Eh bien, on va débuter. Il est 59. Je vous remercie tous et toutes d'être présents et d'être connectés. Pour ce soir, on va être ensemble pendant 1 heure. On va évoquer ce soir les impacts du changement climatique dans les territoires dits d'outre-mer. Ce soir, on a trois intervenants de grande qualité et qu'on est ravis de recevoir. Racha Mosdikoudine, qui est donc membre du recours de l'action des sinistrés climatiques, que je vais vous présenter en 2 mots là tout de suite, et qui est présidente de l'association Mayotte à soif, donc basée à Mayotte, pour militer pour l'accès à l'eau pour toutes et tous. Nous avons aussi Monsieur Jason Temawiman, qui est militant et activiste et lui-même sinistré de Polynésie et qui a accepté ce soir de nous raconter un peu son parcours de militantisme et ses revendications à la fois en Polynésie mais sur l'ensemble des territoires ultramarins pour la justice climatique. Donc merci Jason aussi d'être parmi nous. Et puis enfin Adeline Paradise, qui travaille donc, qui est juriste à notre affaire à tous, avec qui on a l'habitude de travailler, qui nous a accompagnés aussi sur le recours des sinistrés climatiques et qui ce soir va nous parler d'un cas qui a récemment été une victoire pour les habitants de Bonaire, donc un territoire d'outre-mer des Pays-Bas. Et elle va nous parler un peu de ce que ces avancées juridiques peuvent vouloir dire pour nous aussi en France et à l'international. Pour vous mettre un petit point de contexte avant de donner la parole à nos invités, on a organisé ces 2 webinaires, donc celui de mardi dernier et celui de ce mardi pour parler en fait, enfin pour prendre la parole parce que ça fait 1 an qu'on a lancé le recours des sinistrés climatiques. Ça fait ouais, c'était il y a 1 an qu'on a déposé la requête préalable auprès du Conseil d'État. Et ce recours, en fait, c'est un recours qui est porté par les trois organisations de l'affaire du siècle. Donc notre affaire à tous, Oxfam et Greenpeace. Et aussi, et c'est ça son originalité, il est aussi porté par 11 personnes qui sont sinistrées climatiques elles-mêmes, 11 personnes et associations de sinistrés, et qui sont touchées par tout un tas de risques. On a donc Racha qui est présente ici et qui donc va nous parler d'accès à l'eau. Mais on a aussi des personnes représentant le risque d'inondation, représentant le risque de perte agricole. On a aussi des personnes concernées directement par le risque, ce qu'on appelle de retrait gonflement des argiles, qui est donc qui fissure les maisons. On a aussi des personnes qui sont dans des logements bouilloires, des personnes qui ont des problématiques de santé, de handicap, et qui sont aussi dans du logement précaire. Donc voilà, c'est tout un ensemble de situations. Et le commun entre toutes ces situations, finalement, c'est que euh, ces personnes sont touchées par des inégalités aujourd'hui, puisque tout le monde n'est pas logé à la même enseigne face aux conséquences du changement climatique. Et aujourd'hui, ce qu'on souhaite porter auprès du Conseil d'État, c'est de demander à l'État de vraiment protéger tout le monde et de loger tout le monde à la même enseigne face au changement climatique. Et pourquoi on a voulu du coup parler des territoires d'outre-mer? Parce que tout simplement, ces territoires sont particulièrement vulnérables et on a aussi vraiment une notion d'injustice climatique qui se joue dans les outre-mer parce que ce sont les territoires qui émettent le moins en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais qui sont ceux qui sont les premiers frappés par le changement climatique du fait de leur situation géographique, mais aussi du fait et vous verrez, Jason va nous en parler, de ce que lui appelle une vulnérabilité construite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, du fait des années de politique coloniale, et de politique inégalitaire, et ben on arrive à une situation dans les Outre-mer où les impacts du changement climatique sont particulièrement violents. Et on a des exemples très clairs. Bien sûr, on peut parler d'érosion côtière, donc du recul du trait de côte, mais on peut aussi parler
Par exemple, quand le cyclone, la tempête Chido est passée il y a quelques années, eh bien, 60% du bâti a été détruit parce qu'on est sur du bâti euh, plutôt précaire ou informel. Et en plus, bah, les efforts de reconstruction ont reconstruit en partie à l'identique. Et donc, ça continue enfin, de vulnérabiliser l'île et ses habitants. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et ce soir, bah, on va parler non seulement voilà de problématiques, mais aussi de solutions. Et puis voilà. Et donc par les personnes qui sont les premières concernées, mais aussi par notre juriste Adeline, qui va donc être celle qui va débuter. Donc Adeline, merci d'être parmi nous ce soir. Merci de m'avoir invité. Je dois vous avouer direct que mes notes ont décidé de cracher, donc ce sera sans filet. Allez, c'est parti. C'est comme ça C'est qu'on ça, aime. c'est ça, c'est ça. Du coup, Eh ben, si tu veux, je vais te poser une question pour te lancer un petit peu. parfait. Si tu peux, donc, alors, je remets un petit peu le contexte. En gros, le 28 janvier dernier, le juge néerlandais a donné gain de cause à Greenpeace et aux habitants de l'île de Bonaire qui étaient requérantes au recours face aux Pays-Bas. Et donc, Bonaire, c'est une île néerlandaise au nord du Venezuela. Et donc, ils ont gagné face à l'État néerlandais dans une affaire de justice climatique, un peu comme celle qu'on porte dans le recours des sinistrés. Donc d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte et les arguments juridiques de cette affaire et notamment à la fois sur le volet donc adaptation, donc ce qu'on nous on appelle adaptation, c'est-à-dire la protection des personnes et des territoires, et sur le volet dit atténuation, c'est-à-dire la baisse des émissions aussi de gaz à effet de serre, et comment les deux sont complémentaires. C'est ça. Du coup, c'est comme tu l'as dit, du coup, une décision qui est intéressante parce qu'elle adresse les deux volets. On a donc, hop, c'est bon, j'ai retrouvé mes notes. Déjà dire effectivement aussi en élément de contexte que c'est pas n'importe quelle cour, n'importe quel tribunal historiquement qui rend cette décision, puisque le tribunal de district de La Haye, c'est le tribunal qui avait aussi rendu la décision Urganda en 2015, qui est la première grande décision de grand procès climatique contre un État en Europe. Et c'est ce qui a lancé en fait des procès climatiques un peu partout dans l'Union européenne, dont en France avec notamment l'affaire du siècle. Et en gros, on doit tous beaucoup à Urganda et donc à l'association Urganda, mais aussi à ce tribunal de district. C'est intéressant de savoir que l'État avait fait appel et avait été jusqu'à la Cour suprême contre la décision qui avait été rendue et que cette décision, elle a été confirmée à la fois en appel et devant la Cour suprême. Et c'est intéressant parce que on a appris il y a quelques jours que l'État donc des Pays-Bas, l'État néerlandais a fait appel de la décision, alors même que bon, vous allez voir que ce qu'a dit semble assez cohérent avec la réalité. Et donc, on aura une décision d'appel sur ce dossier, très certainement dans 1 ou 2 ans, à mon avis. Donc voilà, donc, il y aura des rebondissements à venir. Et déjà, la décision, elle est intéressante parce qu'elle reconnaît, et là encore, je pense que ça va faire beaucoup écho avec ce qui va être dit par la suite, que l'île de Bonaire, elle a plusieurs facteurs qui conduisent à une vulnérabilité toute particulière au changement climatique. Cette vulnérabilité, pardon, elle est liée notamment à la présence des coraux autour et du récif corallien, et donc la perte du récif corallien en raison de l'augmentation de la chaleur des océans, l'augmentation du niveau de la mer, etc., induit des risques particuliers, tant pour la biodiversité, des risques aussi culturels, parce que ça veut dire moins de pêche, etc. Il y a tout un volet aussi là-dessus. Et aussi des risques liés à la montée des eaux et au fait que les vagues, du coup, vont venir plus violemment sur le territoire. Il y a les risques liés à la montée des eaux, parce que c'est une île, et donc il y a de l'eau autour, et des risques liés à la perte de biodiversité qui sont particulièrement intéressants, particulièrement importants. Il y a aussi tout un volet sur les risques liés à la santé. Et parce qu'on est dans un territoire qui est déjà assez chaud, et ben forcément, le réchauffement climatique va avoir encore plus d'impact sur la santé des êtres humains qui y vivent. Et ça fait partie des choses qui sont prises en compte. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la Cour, le tribunal met en avant le fait qu'on n'a pas encore assez de connaissances
scientifiques pour savoir avec précision et exactitude l'ensemble des impacts du réchauffement climatique sur les habitants de l'île et sur l'environnement de l'île, mais que bah, en fait, on sait que ce sera important et que ça ne doit pas être suffisant pour permettre de dire qu'il n'y a pas de problème. Au contraire. Et donc, comme tu l'as très bien dit, on a deux types d'argumentation juridique dans cet arrêt. Un premier des arguments qui vont être liés au fait de baisser les émissions, puisque Bonaire est particulièrement et un territoire qui est particulièrement impacté. Ça a d'autant plus l'État des Pays-Bas a encore plus au regard de cette partie-là de son territoire de devoir d'exemplarité et de faire ce qu'elle doit faire au niveau, par exemple, de ses obligations internationales, etc., en matière de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, comment dire, le tribunal la reconnaît que l'État des Pays-Bas ne fait pas assez, ne diminue pas assez, que ses objectifs ne sont certainement pas suffisants, qu'elle n'a pas en gros fait le premier devoir qui est de savoir combien elle peut encore émettre avant de pouvoir du coup faire des trajectoires de diminution. Et que de toute façon, même avec ces objectifs qui sont certainement insuffisants, bah, les mesures mises en place rendent, je cite, grandement improbable le fait d'atteindre les objectifs en question. Alors même encore une fois qu'ils seraient potentiellement, il y a de fortes chances, insuffisants. Et concernant l'adaptation au changement climatique, le tribunal relève plusieurs indices de la carence de l'État, donc du fait que l'État ne fait pas assez pour les habitants de Bonaire, qui sont des habitants néerlandais aussi, malgré le fait qu'on va le voir, ils sont moins bien traités que ceux du territoire continental. Par exemple, le fait qu'il y a un plan national d'adaptation au changement climatique aux Pays-Bas, comme en France, parce que c'est une obligation qui découle du droit de l'Union européenne, en gros. Mais comme Bonaire n'est pas soumis au droit de l'Union européenne, les Pays-Bas ont fait le choix de ne pas inclure Bonaire dans leur plan d'adaptation au changement climatique. Et donc, il n'y a pas de plan pour Bonaire. Euh, Comme en France, du coup, voilà, il y a après l'introduction du recours, il y a eu des mesures qui ont été prévues d'adaptation, mais le plan néerlandais pour cette île, enfin les mesures prises pour cette île, ne ne sont pas suffisantes. Et notamment, le tribunal trouve comme facteur de carence aussi le fait qu'il n'y a pas assez de recherche scientifique sur l'évolution du climat et les impacts que ça aura sur cette île en particulier, et qu'on ne peut pas juste regarder ce qui va se passer sur le continent et se dire que ce sera la même. Enfin, voilà. Et extrapoler, là, c'est vraiment pas possible. Et une troisième carence, c'est le fait qu'il n'y ait pas de ressources financières dédiées qui ont été débloquées pour mettre en place les mesures d'adaptation, notamment depuis 2020. Et on peut faire là-dessus une comparaison assez forte avec ce qu'on met en avant dans le procès des sinistrés, puisque le plan national d'adaptation au changement climatique en France, lui, prévoit des mesures pour les territoires dits ultramarins. Mais par contre, en fait, c'est pas vraiment la plupart des mesures, que ce soit en outre-mer ou sur le continent. Déjà, il y a très peu de mesures. Ça va beaucoup être de la recherche. Et ça montre une carence. Ça montre le fait que on n'a pas fait cette recherche jusqu'à présent. Et aujourd'hui, on n'en est plus à savoir quel va être l'impact. Il faut bien sûr continuer à faire de la recherche. Mais il faut aussi commencer à adapter nos territoires. Et le fait qu'il n'y a pas de ressources financières dédiées, ce qui rend, en fait, il n'y a pas de budget débloqué. Donc, s'il n'y a pas de budget, bah, en vrai, la réalité des mesures annoncées, elle est quand même déjà qu'il n'y en a pas beaucoup et qu'elles ne sont pas suffisantes. Bah, voilà, sans argent, il n'y a pas grand-chose qui se fait, quoi. Un troisième point qui est très intéressant dans cette décision, c'est la question de la discrimination, de l'inégalité des citoyens devant la loi. Le tribunal reconnaît là qu'il y a une différence de traitement qui a été induite par l'État néerlandais du fait justement de mesures d'adaptation qui sont pas aussi bien en enfin, déjà pas de plan pour Bonaire alors qu'il y en a un pour le continent. Mais on pourrait même extrapoler et se dire que si les mesures d'adaptation sur le continent sont plus adéquates au risque que ce qui est mis sur les Outre-mer, là aussi, on aurait finalement une différence, une discrimination, une différence de traitement face à la loi. Et, euh, et cette différence de traitement, on peut le faire. On peut faire des différences de traitement, par exemple.
faire que quand on va à la cantine, bah, tout le monde paye pas autant parce que tout le monde ne gagne pas autant d'argent. Donc, c'est pas une obligation de mettre tout le monde à égalité devant la loi. Par contre, il faut que cette différence de traitement, elle soit justifiée, qu'elle soit justifiée sur un but légitime, qu'on appelle ça en droit international. Donc là, c'est pour que ce soit conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. Et en droit français, on va dire aussi qu'il faut que, en gros, ça ait un lien avec la loi. Or là, en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que le tribunal dit, bah, on fait moins d'adaptation, il y a moins finalement de politique d'adaptation pour Bonaire, alors même que le risque est encore plus grand que pour le continent. Et donc, il y a bien une différence de situation, mais cette différence de situation ne légitime en aucun cas la différence de traitement. Et au contraire, presque, on devrait presque, du coup, peut-être, pour qu'il y ait une égalité, faire plus d'adaptation dans l'outre-mer. Là, je dépasse ce qu'a dit le tribunal, hein, nécessairement, pour que finalement, on soit tous mis sur au moins l'égalité, l'équité, et qu'on ait tous bah, une politique qui soit adaptée aux risques qui sont à venir, voire qui sont même présents sur les territoires, comme on va le voir notamment avec Racha. Voilà. Si tu as d'autres Merci, questions. merci Adeline. J'ai encore deux petites questions pour toi, mais on va y aller vite. Euh, je trouve très intéressant tout cet argumentaire qui a été déroulé, et notamment en France. Bon, il y a eu une étude là récemment qui est parue montrant que la France est particulièrement en avance sur les questions d'adaptation parce qu'on a adopté un plan, et ça c'est assez intéressant et c'est un écho aussi que j'ai de politique qui se vantent du fait que, ben, en fait, on serait en avance par rapport à d'autres pays de l'Union européenne, peut-être, mais en tout cas, le juge ne s'est pas empêché là, en tout cas, le juge néerlandais, de aussi regarder et la qualité des mesures et si elles étaient financées. Et c'est bah, précisément comme tu le dis, ce qu'on déroule aussi dans l'argumentaire sur le recours des sinistrés. Je me permets une petite question pour le public. Si vous voulez bien nous dire si vous avez un écho, parce qu'apparemment certains d'entre vous ont eu un écho sur l'intervention dans le son, sur l'intervention de d'Adeline, donc n'hésitez pas à nous le dire si jamais il y a un problème de son. On essaiera d'arranger ça. Adeline, ma deuxième question pour toi, assez rapidement, est-ce que tu peux nous dire si tu penses que du coup cette affaire a une chance, enfin, d'avoir une incidence sur la justice, alors sur le juge français en ce qui nous concerne, mais de manière générale, est-ce que ça frappe jurisprudence peut-être dans d'autres cours? Alors, jurisprudence, pas, en tout cas en droit français, non, puisque du coup, ça s'applique pas, enfin, voilà. Mais par contre, les juges se lisent entre eux. Et donc, il y a ce qu'on appelle le dialogue des juges, qui là est plus informel encore que quand c'est des juges, par exemple, justement, de la Cour européenne des droits de l'homme, etc., où c'est un droit qui va être plus descendant, qui va s'appliquer directement au droit français. Mais c'est sûr que, bah, comme quand on saisit le Conseil d'État, alors voilà, dans le cadre de l'affaire des sinistrés, on, finalement, on lui tend des questions qui sont très nouvelles et donc il va aller voir nécessairement et nous, on va lui donner cette décision pour nourrir sa réflexion. Et donc oui, ça fera partie des éléments qui vont permettre de nourrir la réflexion des juges. Et en plus, les normes qui sont appliquées, que ce soit le droit de l'Union européenne ou le droit issu de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en fait, c'est les mêmes normes qui s'appliquent en France. Et c'est aussi pour ça que cette décision, elle est très intéressante parce qu'elle se base, il y a du droit des Pays-Bas. Mais en fait, la violation, les violations, les normes dont on dit qu'elles ont été violées, c'est à chaque fois des normes qui s'appliquent aussi en France. Et donc, l'interprétation que fait le juge de ces normes est très intéressante puisqu'il y a des chances que notre juge, nos juges aussi, aient une interprétation qui soit sinon la même, mais en tout cas qui s'en rapproche. Merci Adeline. Et une dernière question, et c'était un peu une question qu'on avait évoquée lors du webinaire du 23 septembre, qui nous a d'ores et déjà été posée aussi. Concrètement, est-ce que cela veut dire, alors là je vois qu'il y a donc un jugement en appel, si l'État néerlandais se retrouvait de nouveau condamné en appel, est-ce que cela pourra se traduire par des engagements concrets, en fait une action politique concrète, et c'est un peu la même question qui se posait sur l'affaire du siècle, et voilà. Oui,
Ça veut dire que l'État doit revoir ses objectifs de diminution des émissions, au minimum calculer ce qui lui reste, etc. Or, l'État néerlandais avait déjà dit que dans les 2 ans, il ne restait plus rien à émettre. Donc, en soi, le suspense est assez peu, peu, peu présent. Et donc, la question après, c'est comment est-ce qu'on fait? Voilà, mais ça ouvre d'autres questions. Et ensuite, sur l'adaptation, c'est pareil, ça a déjà en partie permis toute cette mobilisation qu'il y ait des mesures qui soient prises, donc même avant que le tribunal tranche. Et ça, c'est déjà très bien. Et c'est peut-être aussi des choses à dire, c'est-à-dire que les décisions de justice ne sont pas un tout en soi et que parfois on obtient des choses sur le chemin parce que la justice est lente et c'est nécessaire. Et c'est très bien ainsi aussi. Et donc voilà, mais il n'empêche que la copie du gouvernement est reconnue comme étant pas assez suffisante. Et donc, le gouvernement va devoir prendre des mesures encore plus importantes d'adaptation et de connaissance des risques au bon air. Merci infiniment, Adeline. Reste avec nous parce qu'il y aura un petit temps de questions-réponses et donc n'hésitez pas à réfléchir à vos questions juridiques. On a une spécialiste ce soir, donc, donc voilà. Merci, Adeline. On va enchaîner avec Jason. Jason, j'ai oublié d'évoquer que tu étais aussi dans l'association, président de l'association Temutu. Euh, du coup, déjà, bonsoir, merci d'être parmi nous. Je crois que Merci de m'accueillir. tu es en métropole en ce moment. Oui, je suis habillé. Enfin, j'ai un peu le toit. Voilà, et ben super, alors du coup on va rentrer dans le dur tout de suite. Est-ce que déjà tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours personnel d'activiste? Et peut-être un peu sur le contexte aussi polynésien, tu nous en avais parlé au moment de la préparation de ce webinaire et ça peut être intéressant pour les personnes de revoir un peu qu'est-ce que la Polynésie française et quelles sont ses caractéristiques et pourquoi c'est important d'agir sur l'aspect climatique en Polynésie. Ouais, bien sûr. Alors rapidement, du coup, moi, je suis un militant principalement écolo, climat et un peu plus décolonial ces dernières années, mais globalement depuis presque 10 ans, donc ça fait vraiment un bail. Et en gros, j'ai beaucoup travaillé, surtout chez moi, sur mon île à Tahiti, pour qu'il y ait une reconnaissance de l'urgence climatique. Je vais en parler un peu plus tard de vraiment qu'est-ce qui se passe chez nous, mais c'est plutôt grave. Et voilà, on organisait des mobilisations citoyennes, des marches, des courriers, des réunions gouvernementales, bref. En gros, un gros travail de lobbying et pour faire en sorte qu'en tout cas en Polynésie, on soit plutôt exemplaire par rapport en tout cas aux autres États du Pacifique qui font énormément sur les questions climatiques. Voilà, donc ma vie, c'est ça, c'est de travailler là-dessus. Et j'ai beaucoup de travail parce que justement, le contexte polynésien est particulier. On est immense déjà. Parmi les territoires dits d'outre-mer, nous, on représente la moitié de la surface maritime française, c'est-à-dire à peu près 5 millions de kilomètres carrés. Sur ces 5 millions de kilomètres carrés qui font à peu près la surface de l'Europe, on a 5 archipels, 118 îles et presque 80 atolls qui représentent à peu près 10% des atolls du monde. Un atoll, c'est en gros une île plate, quoi. Il n'y a pas de montagne. C'est une île très vieille où la montagne s'est renfoncée dans la mer. Donc c'est parmi les écosystèmes les plus vulnérables au changement climatique, notamment à cause de la montée des eaux. Donc bref, on a beaucoup d'endroits très en danger. Et on va faire partie de ce Sud global et de ce Pacifique et de ces peuples polynésiens qui disent que voilà, nous franchement, on n'y est pour pas grand-chose et pourtant on va prendre très très cher. Et voilà. Et il y a 3 ans, je me suis installé à Paris justement pour faire du plaidoyer national et international pour justement, parce que j'ai une petite dent contre l'État français, demander à l'État de prendre ses responsabilités par rapport à tout ce qu'on craint chez nous. Et voilà, avec plus ou moins de succès, mais en gros, c'est un peu ça l'idée, c'est que on vienne un peu titiller l'État parce qu'il visiblement, il va pas le faire de lui-même, d'aller réparer un peu ses bêtises pour le contexte. Merci beaucoup, Jason. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les demandes que tu portes alors sur le sujet de l'adaptation, mais par ailleurs sur la notion de vulnérabilité construite que tu m'avais un peu partagé. Donc voilà. Ouais, je vais commencer par ça, cette vulnérabilité construite. Pour le discours de base, c'est de dire qu'on a des écosystèmes
plutôt fragile par rapport aux impacts du changement climatique et que donc on doit être particulièrement vigilant à ces écosystèmes-là et donc accentuer l'adaptation. Moi, ce que je veux amener en plus, c'est l'argument du fait que les territoires dits d'outre-mer, dont chez moi en Polynésie, on est particulièrement vulnérable à cause notamment des politiques coloniales françaises. Et je pense que c'est le cas de plein d'autres colonies actuelles et d'anciennes colonies, du fait que les politiques coloniales ont extrêmement altéré nos modèles de société. Par exemple, en Polynésie, il y a une migration assez sévère du secteur primaire vers le tertiaire, notamment depuis l'installation du Centre d'expérimentation du Pacifique, où l'État français a fait pendant 30 ans ses essais nucléaires, donc qui ont embauché des gens et qui ensuite ont orienté l'économie de mon pays vers le tourisme, ce qui implique qu'aujourd'hui, on importe presque trois quarts de ce qu'on mange parce qu'on n'a plus de secteur primaire assez développé. Donc, c'est une atteinte assez directe à notre résilience. En plus que des fois, ils s'amusent à empoisonner nos sols sur des générations comme aux Antilles françaises, en Guadeloupe et en Martinique avec l'histoire du chlordécone. Ou alors, il y a une sorte d'invasion touristique et qui détourne vraiment complètement en tout cas nos préoccupations actuelles vers des gens qu'on connaît pas trop. Et bref, tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, nos écosystèmes, ils sont altérés par ces politiques coloniales et donc on est moins en capacité d'encaisser ces chocs-là. Donc de cette vulnérabilité particulière, bon déjà, il y a des revendications plutôt décoloniales, du fait que la France doit réparer ces politiques coloniales qui nous ont abîmés, tués, voire même massacrés pour certains territoires. Et dans cette longue liste-là, il y a justement le changement climatique. Donc pour moi, c'est important à prendre en compte que c'est pas qu'une question de prendre soin des écosystèmes, mais aussi des choses à réparer dans l'histoire de nos peuples. Et nos demandes, elles sont un peu classiques, hein. Sur le volet adaptation, en gros, bah, c'est l'État qui doit tout payer, clairement. C'est l'État aussi qui doit euh, avoir un peu cette vigilance-là, parce qu'effectivement, nous, on n'a pas forcément les moyens de recherche, on n'a pas forcément les... Enfin, nous, on a d'autres choses à faire, en fait, que s'occuper du changement climatique, parce que déjà, c'est pas de notre faute, et que nous, on n'est pas dans les mêmes situations pour beaucoup de développement, entre guillemets, de l'État français. Donc, notamment avec ce PNAC 3, ce plan national d'adaptation, le fait qu'il n'y ait pas de plan spécifique aux Outre-mer. Et alors, et quand bien même, il faudrait, je pense, un plan par territoire, parce que nos territoires peuvent être comme plutôt différents. C'est plutôt embêtant. Et quand bien même, ce PNAC 3, ben voilà, on n'a pas vu encore le moindre centime, en tout cas sur nos territoires à nous. Donc en gros, c'est de financer tout ça, d'être beaucoup plus proactif, et à côté de ça, de stopper du mieux possible que l'État puisse le changement climatique en atténuant de leur côté, en régulant leurs entreprises privées, enfin les entreprises françaises, on pense à Total, et en jouant aussi avec leur puissance de plaidoyer actuelle pour influencer les autres États. Bon, voilà en gros ce qu'on demande à l'État, en gros, c'est de vraiment faire son taf et prendre au sérieux cette situation. Mhm. Et peut-être que tu peux nous parler un petit peu de ton projet aussi de campagne par rapport à ça, enfin avec qui tu portes aussi ces revendications. C'est vrai qu'il faut le dire ça. Euh, Oui, en gros, avec plusieurs potes des Outre-mer, là, on est en train de mener une campagne pour, en gros, qu'il y ait cette première étape de reconnaissance d'urgence climatique dans les territoires ultramarins et cette vulnérabilité particulière. Donc là, on a déjà la Kanakin Nouvelle-Calédonie en 2024 qui a déjà déclaré au niveau de son congrès son état d'urgence climatique. En Polynésie, on est en passe de le faire dans les prochaines semaines. Et du coup, on est en train de négocier avec nos pouvoirs locaux, là où c'est possible, qu'il y ait cette reconnaissance aussi, qu'on le reconnaisse nous-mêmes pour ensuite obliger l'État à y répondre. Et quand tout sera prêt, on va être un peu plus dans l'offensive pour avoir cette réponse de l'État et en portant les demandes que je viens d'évoquer. Et une question que je t'avais posée aussi quand on a préparé ce webinaire, c'est que est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression, tu as le sentiment que ça porte ses fruits aussi, votre mobilisation? Est-ce que tu as l'impression que les personnes s'engagent davantage, alors que ce soit les citoyens, une mobilisation citoyenne dans la France entière,
territoires ultramarins, hexagonaux, etc. Et aussi auprès des politiques. Est-ce que tu sens une efficacité ou un mouvement? Dur à dire. Alors, oui, je suis en mouvement dans les territoires ultramarins. Globalement, je trouve qu'il y a une résistance qui se forme et qui se développe et une sorte ouais, de coopération entre nous envers cet adversaire ennemi commun qui est l'État. Ça, je le vois bien. Après, c'est encore loin d'être assez efficace d'après moi, mais en tout cas, c'est un extrêmement bon début. Sur les politiques nationales, j'ai pas grand-chose à dire, j'avoue. Ça rame sévère, que ce soit du côté exécutif ou législatif. Mais après, comment dire, faut pas non plus attendre des masses d'eux. C'est là où on est censé intervenir en tant que citoyen et gueuler comme il faut. Et au niveau des pouvoirs plus locaux, en tout cas, je vais parler pour la Polynésie. Là, pareil, ça rame un peu parce que on vit un contexte géopolitique qui inquiète énormément nos pouvoirs publics, qui font ils ont vraiment diminué en termes de priorité sur les dossiers climatiques. C'est assez relou parce qu'on n'est que dans la réaction en ce moment et moi, j'ai du mal à leur faire prendre du recul sur le fait que voilà, bah nous, ça urge de fou, hein. Si on prend encore quelques années de retard, on pourra même pas espérer sauver les atolls. Et à ce moment-là, on aura plusieurs milliers de personnes à déplacer à la fin du siècle. Et allez, dans 25 ans, on aura perdu la quasi-totalité de nos coraux. Et sur nos coraux, on mange plus. Bref, situation d'urgence, quoi. Donc, Hmm. il y a encore à faire pour qu'ils remontent un peu ça en termes de priorité. Et c'est d'ailleurs une question qui est politiquement intéressante. Au Parlement, il y a eu des discussions aussi autour des forages d'hydrocarbures dans les territoires d'outre-mer. Donc il y a vraiment cette opposition entre développement économique immédiat et un peu de la question de aujourd'hui en fait d'urgence, mais qui est perçue comme une question de long terme, qui est la préservation du climat, de l'environnement et des populations, quoi. Donc, Ouais, ouais. Bah là, c'est avec cette question de cette histoire d'hydrocarbures et de projet de loi. Bah là, c'est là que ça se recoupe un peu les questions coloniales, décoloniales et de considération de ces communautés-là. Je pense que c'est un symptôme du fait qu'on n'a pas abordé l'écologie avec tous ces prismes aujourd'hui, qui fait que ça crée même une dualité entre justement ce développement et la sauvegarde de nos écosystèmes. Et ouais, enfin, ça devient vraiment un cas d'école, je trouve. merci beaucoup, Jason. Et aussi un dernier point, c'est que au moment où on préparait ce webinaire, tu me disais aussi que finalement la mobilisation dans l'Hexagone, elle est assez faible, voire inexistante, enfin vraiment faible pour les populations des territoires dits d'outre-mer. Et je pense que c'est aussi voilà ce qu'on essaye de faire ce soir, mais que ce que toi tu essayes de faire à titre personnel aussi, c'est de dire en fait faut montrer aussi de la solidarité et surtout de la responsabilité en fait qu'on a tous et toutes d'avoir quelque part profité de ces territoires touristiquement ou économiquement quoi. Donc c'est important. Voilà. Racha, est-ce que tu peux sortir de ta tanière? Bonjour, bienvenue Racha. Merci de te joindre à nous. Pour les habitués de l'affaire du siècle, du recours des sinistrés, vous connaissez peut-être déjà Racha. Donc elle est membre du recours et elle a une perspective vraiment riche. Je pense que ce soir, on va aussi parler avec Racha de ce que ça veut dire d'être une femme mahoraise, mère de famille, présidente d'une association et d'être un peu sur tous les fronts pour vivre au rythme des tours d'eau depuis 2016. Donc, est-ce que tu peux un peu nous raconter la situation actuelle à Mayotte et la manière dont ça t'a impacté toi, ta famille, ta communauté, etc. Bonsoir, merci pour l'accueil, Tatiana. Merci à l'équipe Affaires du siècle. Je voulais juste faire un petit hommage ou un grand hommage à personnes en fait qui encore subissent les pénuries d'eau à Mayotte, qui sont extrêmement courageuses, qui sont avec nous sur le terrain pour sensibiliser, pour qu'il y ait un réel impact sur cette problématique, que voilà, la population soit aussi actrice des solutions, qu'elles aillent plus vers un accès au droit. Voilà, j'ai une grosse pensée pour elles parce que je sais que c'est pas facile, qu'il y en a peut-être à cette heure-ci qui sont en train d'attendre euh,
près du robinet pour recueillir quelques gouttes d'eau pour l'école demain et pour les enfants qui restent à la maison pour pouvoir faire à manger, tout ça. Donc voilà, j'introduis comme cela et ça permet de peindre aussi la situation laquelle nous vivons à Mayotte. Moi, en tant que femme, il y a eu à un moment donné une question qui était très difficile parce que je suis présidente de Mayotte à Soif, qui est une association qui est apolitique. Donc, tout de suite, on a fait le choix d'aller vers la population, pas forcément de pouvoir en fait se dire, OK, on va toquer à chaque porte d'élu, mais d'aller vers la population d'être auprès des problématiques de la population parce que ce qui est assez important et après de les remonter au plus haut niveau. Donc, c'est pas facile en tant que femme parce que quand on fait ce choix-là, notamment quand j'ai commencé, je travaillais en fait dans un GIP, dans un groupement d'intérêt public. Ce qui faisait, c'était enfin, c'est pas drôle, mais c'était une situation assez inconfortable. Sauf que moi, il y avait tellement d'incompréhension que ça va, j'ai pu y survivre. Mais en gros, le matin à 6 heures, j'étais à l'antenne entre 6 heures et 7h30 et puis à 8 heures, je pouvais me retrouver en réunion avec le préfet à l'époque. Voilà, donc ce n'est pas facile parce qu'on peut, à l'époque, le préfet, réellement, euh, je pouvais considérer que il était mon employeur. Donc, et en tant que citoyenne aussi, quand on est fier d'être française comme moi, etc., d'avoir la chance d'être dans un territoire démocratique et que on se retrouve sans eau, ce n'est pas évident. De pouvoir se dire, OK, peut-être que je vais arriver en retard au travail, quel impact ça va avoir sur ma carrière en menant le combat Maïta Soie, parce que c'est pas un combat facile. D'ailleurs, il y a des personnes qui aujourd'hui encore n'osent pas se mettre en avant, parce que je rappelle juste dans le contexte Mayotte, département français, la grande majorité en fait des emplois sont des emplois publics. Donc, quand on mène un combat comme celui-là et qu'on est fonctionnaire ou assimilé fonctionnaire ou qu'on travaille avec l'État, même en tant qu'association, si on veut demander des subventions, c'est très délicat de se mettre face à son pourvoyeur en fait et de pouvoir en fait porter cette voix. Donc, ce n'est pas facile. Et, euh, et par rapport aux valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, donc l'égalité pour moi par rapport à mes enfants, déjà moi en tant que femme, pour mes enfants qui sont en plus de filles, c'est de se dire, bah, parce qu'elles connaissent, hein, elles savent comment ça se passe à Paris, deux mondes différents, comment je peux l'expliquer moi en tant que femme en prenant cette position de président de Maïta Soif, et aussi en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que femme engagée au quotidien avec les citoyens. Donc, ce n'est pas du tout facile. Donc, je regarde droit dans les yeux mes enfants, non, mais aujourd'hui, ça va peut-être être possible de pouvoir gérer les bouteilles d'eau à ramener à l'école. Parce que voilà, c'est vrai qu'on s'est battu pour que la question ne soit plus invisibilisée. Parce que pendant près de 10 ans, en fait, l'État français faisait semblant qu'il n'y avait pas de pénurie d'eau à Mayotte. Donc, il y a eu plusieurs années où même il n'y avait même pas le droit de dire qu'il y avait une problématique d'eau. Il a fallu qu'on aille dans la rue pour exiger déjà une transparence totale avec la population que oui, là, il y a une problématique d'eau, il y a une problématique de changement climatique, sauf que chez nous, c'est plutôt des problématiques à la base qui sont structurelles, parce que ce sont des infrastructures vieillissantes, ça fait déjà 40 ans qu'on est confronté à cette problématique. Donc, c'est déjà une grande victoire qui est déjà la reconnaissance de la pénurie d'eau à Mayotte. Imaginez, en tant que femme, quand ce n'est pas la même chose quand je m'adresse aux médias ou que je m'adresse à la population de dire, OK, vous voyez que c'est pas normal, j'ai même pas d'eau pour, pour nettoyer mon bébé, pour lui faire son biberon, etc. Parce qu'en 2019, il y a ma fille cadette, elle était encore bébé, elle était encore nourrisson, et que on a un peu l'impression d'être fou, quoi, parce que bah, c'est pas reconnu. En fait, quand même ma famille qui était pas sur le territoire à l'époque, quand je leur disais ça, c'était mais non, bah où c'est écrit, parce qu'il faut que ça figure quelque part. Donc il y avait une question de crédibilité, de savoir, bah quand on parle de cette problématique en tant que citoyenne et qu'on commence, voilà, les gens vont dire ouais, mais voilà, encore des victimes, etc. Alors que c'était une vraie problématique. Donc la première victoire, c'était sortir du silence
du silence institutionnel. Donc ça, c'était une première victoire pour nous, collectif. Mais après, je me suis rendu compte que waouh, on pouvait pas juste rester collectif, aller dans la rue, protester. Voilà, à un moment donné, il y aurait des freins juridiques. Donc, on s'est constitué rapidement comme association. Et l'objectif premier, c'était vraiment l'accès au droit. C'est que voilà, il nous fallait avoir des bouteilles d'eau parce qu'il y a des familles qui vivaient dans des conditions vraiment impossibles. Voilà, des femmes, quand je voyais les femmes, les nourrissons, la fermeture des écoles, voilà, c'était très très dur à vivre, devoir porter les seaux d'eau. Donc il y avait l'impact qui était social, bien évidemment, parce que on se retrouvait qu'on travaille ou non, il fallait aller chercher de l'eau chez son voisin. Voilà, être compréhensible quand le voisin, il en a marre, il veut plus nous voir. Quand on en a nous, donc ça crée des inégalités entre les voisins dans les quartiers, au sein des quartiers. Donc moi, j'avais sorti, voilà, je permettais à mes voisins de venir chercher de l'eau en bas de chez moi. Donc il a fallu faire des travaux par rapport à ça pour permettre à mes voisins d'avoir de l'eau. Ensuite, voilà, c'était vraiment hyper compliqué. Donc on s'est constitué comme ça et on a pu mener des actions en justice. Bon, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, qu'on a exigé qu'il y ait un plan hors séco pour Mayotte. Et malheureusement, cyclone Chido, c'était avant le cyclone Chido. Donc, je pense que l'action, le juge, il ne pouvait pas peut-être envisager, sachant qu'on avait déjà des problématiques sismiques à Mayotte. Il y avait la chaleur, il y avait cette histoire de pénurie d'eau, mais il n'arrivait pas à se projeter à l'époque de se dire, il peut y avoir pire, mais il y a eu pire. Donc, il y a des familles comme ça qui ont souffert à cause de cela. Donc, maintenant, là, actuellement, on est dans la phase, OK, il faut que les citoyens puissent bénéficier directement de notre action. C'est vrai, on fait pas mal de plaidoyer grâce à l'affaire du siècle. Il y a le recours, il y a le recours qui est en cours, etc., devant le Conseil d'État. Mais les habitants, lorsqu'on n'a pas d'eau, tous les jours, on a besoin de boire. Donc, les habitants, ils ont quand même besoin d'actions concrètes. Donc là, on mène une action judiciaire en fait contre le fournisseur d'eau qui est en situation de monopole. Donc là, on en est à là. Donc on se dit petit à petit, il y a une jurisprudence déjà qui nous a donné raison, mais on veut qu'il y ait encore plus de personnes qui osent en tout cas rejoindre l'action en justice. C'est en bonne voie et c'est comme ça avec l'indemnisation qui est réelle, qui revient à la population. Il faut en fait, parce qu'on se dit qu'au niveau de Mayotte à soif, la solution elle est là, c'est vraiment un accès au droit. Je suis lésé, le défenseur on est lésé, il y a ces inégalités juridiques parce que voilà, on n'est pas traité comme à Paris. Mais il y a aussi cette distance, c'est-à-dire que quand on dit aux personnes, allez-y voir le médiateur de l'eau, lui écrire, le défenseur des droits, mais il y a une telle distance géographique ou écrivez aux députés, etc. Mais les élus, les députés, les sénateurs, ils vivent à plusieurs milliers de kilomètres de nous, le défenseur de droit. Donc, il y a une réelle rupture, en fait, de la réalité, de la perception de la réalité, du vécu. Sachant que même les représentants de l'État qui sont sur place ce sont des postes tournants, donc il y a pas mal de turnover, même si ce sont des turnovers qui sont prévus légalement, donc on n'a pas toujours les mêmes interlocuteurs, etc. Donc nous actuellement on mène vraiment des actions qui permettent aux gens d'être acteurs en fait de leur situation, de dire non. On a des voies judiciaires, on va les utiliser, mais il y a aussi d'autres voies. Donc voilà, on aura encore d'autres actions qui concernent justement, parce qu'il y a un manque de financement, Jason l'avait tellement bien expliqué, OK, il y a l'impact environnemental, il y a ces crises climatiques, mais quid? Aujourd'hui, on a quand même des fondations comme la Fondation de France, par exemple, qui est présente, qui a financé des actions à Mayotte. On espère qu'elle financera encore plus d'actions. Rien qu'hier ou avant-hier, j'ai relancé sur un dossier d'une école qui n'a plus de toit. Voilà, donc au niveau opérationnel, on est là avec les citoyens, les associations, nous les accompagnons, nous les informons, parce que pour nous, l'accès à l'information, elle est vraiment importante.
parce que comme je l'ai expliqué, les institutions sont très éloignées de nous, hein, c'est plusieurs milliers de kilomètres, et on a aussi, comment dire, on a aussi, comment dire, la frontière de la langue aussi qui peut être présente. Mais il y a des personnes qui sont sur l'île aussi et qui ont de vraies solutions et qui peuvent contribuer en fait au débat public concernant les solutions apportées sur la pénurie d'eau. Ça fait 40 ans qu'il existe, cela existe. On veut en fait sortir en fait de la on veut pas être des victimes parce que quand l'État français ou les représentants de l'État français en tout cas disent qu'on est un territoire résilient, c'est vrai parce que les gens ne se plaignent pas beaucoup. Les gens reçoivent des factures de 22 000 euros. Mais ça, en France, le fournisseur, on va juste mettre, il y aura, le lendemain, les salariés, ils allaient trouver un cadenas, un truc, il allait se passer un truc. Mais les gens à Mayotte, ils payent des factures de 22 000 euros. Donc, on est sur cette étape où l'accès au droit, OK, je reçois une facture, voilà, ça a l'air tellement simple, mais c'est pas si simple que ça parce que un seul fournisseur, si je quitte aujourd'hui avec, si c'est une facture téléphonique, je peux changer de fournisseur. Mais avec l'eau, c'est différent. J'ai un seul fournisseur, un seul interlocuteur. Il peut faire la pluie et le beau temps, décider de nous assoiffer s'il décide de le faire. Donc, c'est hyper compliqué. Donc, aider les personnes vraiment à trouver le juste milieu. Et du coup, la Mayotte Assoif est ce pont entre ce qui se passe réellement sur le territoire. C'est pour ça que je suis là aussi ce soir pour expliquer notre situation, d'aller vers les publics, le grand public à travers nos interventions médiatiques et autres, mais aussi vers les décideurs qui se trouvent à Paris et qui peut-être pas, parce que peut-être il y en a certains, ils sont jamais venus, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vécu ou pas suffisamment longtemps pour que ça les marque. Donc, c'est ça aussi notre rôle d'avoir ce Mhm. rôle de, de, d'emmener en fait la situation, cette réalité auprès des décideurs politiques et Tout, publics. tout à fait. Ben, merci Racha. C'est très complet ce que tu racontes et c'est exactement aussi ce qu'on essaye de faire en fait avec l'affaire du siècle. C'est-à-dire que nous, en tant qu'organisation climat, on n'a pas la science infuse et on n'a surtout pas l'expérience de terrain qui est l'expérience en fait que tu décris là. Et effectivement, cette distance géographique gigantesque. Et en fait, je pense une forme de désintérêt facile, j'ai envie de dire, font que en fait on se rend pas compte de la réalité sur place et surtout on fait peu quoi. Enfin vraiment les décideurs politiques font peu. Et c'est quelque chose qu'il faut souligner. Il nous reste 15 minutes, donc on va passer aux questions. Racha, je vais te redonner la parole à un moment. Mais merci déjà de ce beau tour d'horizon. Il y a une question qui a été posée de manière générale, justement, c'était est-ce que le plan d'adaptation, donc le PNAC 3 paru en mars dernier, a permis des investissements concrets sur le plan d'adaptation en métropole, contrairement aux outre-mer? Euh, Question intéressante. Euh, de manière générale, le plan d'adaptation est venu avec zéro ligne budgétaire. Donc en gros, il se référait à des fonds existants, le fonds vert qui est le fonds pour les territoires, pour les collectivités territoriales, le fonds dit Barnier qui est le fonds de prévention de réparation vraiment au moment de catastrophes naturelles. Et donc il se référait à ces deux fonds-là et je crois que c'était genre 52 mesures qui se référaient à ces fonds alors que ces fonds ne font que fondre depuis ces dernières années. C'était une manière habile de renvoyer un peu la balle vers le législateur au moment du vote du plan de financement annuel. Donc finalement, c'est assez peu satisfaisant, enfin c'est même très peu satisfaisant ce qui se passe sur le plan d'adaptation et sur le financement d'adaptation de manière générale. Euh, Encore une fois, récemment, j'ai échangé avec une conseillère municipale d'une ville et qui m'a dit, bah oui, mais on a un plan, donc c'est super bien qu'on ait un plan. Donc on peut faire plein de choses au niveau des territoires. Je lui ai dit, bah oui, mais si le fond vert continue de baisser, elle a fait, ah oui, ça c'est pas bien. Je fais, bah oui. Du coup, en fait, concrètement, en fait, c'est comme si on avait un plan vide, quoi. Il y a des avancées un peu législatives là récemment. Il y a donc une loi qui est en train d'être discutée sur l'adaptation. Mais en fait, voilà, les deux écueils principaux, c'est que c'est des lois qui sont
enfin, le législateur est vraiment dans une posture réactive plutôt que d'anticipation. C'est-à-dire que là, cette loi, elle est parue aussi parce qu'on sort d'une période d'inondation assez intense sur l'Hexagone, avec des pertes de plusieurs milliards d'euros a priori. Donc le législateur a réagi et il y a des choses qui vont être mises en place, mais ce sera de nouveau insuffisant. Là, suivez un peu nos actualités, mais avec l'affaire du siècle, on va faire un petit débrief de cette proposition de loi justement. Donc voilà, on se positionne dans quelque chose d'assez réactif et d'autre part, il y a vraiment cette problématique budgétaire avec bah, la même question que Jason aussi évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire ce court-termisme versus euh, l'adaptation qui est de facto quelque chose de long terme et de structurel. Euh, et il y a une priorisation qui doit être faite vraiment sur les différentes politiques pour protéger les populations. Donc voilà, donc finalement, résultat sur la question des investissements très insuffisant. Ensuite, Adeline, j'ai une question pour toi. En ce qui concerne les problématiques des aéroports, est-il préférable d'aller jusqu'au Conseil européen, voire rester sur Terre? Alors, est-ce que tu captes cette question? Parce que moi, non. Alors, je vois qui est le collectif Resté sur Terre. Ouais. C'est grande aide, mais je ne sais pas de quelle affaire en particulier on parle. Ce que je peux dire, c'est que européen, ça me fait penser à la Cour européenne des droits de l'homme et elle a déjà rendu plusieurs décisions très marquantes qui ont marqué en fait l'évolution, la création du droit de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de droit à l'environnement, entre guillemets, et donc notamment concernant l'aéroport d'Heathrow au Royaume-Uni, mais du coup, je ne sais pas ce qu'il en est exactement dans ce dossier-là. Mais ça peut être, c'est un intéressant, notamment quand il y a des questions. Alors, les questions climat, il me semble jamais encore été abordées dans la CEDH sur les questions de l'aéroport. Par contre, et souvent, c'est sur des questions plus atteintes à la vie privée et familiale des voisins de l'aéroport, en raison du bruit et de la pollution. Voilà. Merci Adeline. On a un petit commentaire qui remercie Racha pour cette belle intervention sur Mayotte. Petit coucou Racha. Jason, alors, on a une question. Quelle est la population des 80% d'atolls? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Si je comprends bien, dans- nous, on a à peu près 18 000 personnes qui vivent sur ces atolls-là. Ouais. Donc, faut imaginer vraiment des îles très éloignées. Donc, encore une fois, quand bien même on voudrait aider ces gens, ces gens sont loin. Un atoll, c'est vraiment tout l'île qui est pas haut, hein. C'est entre 1 et 3 mètres d'altitude. Donc, vraiment, c'est très plat. Et les pronostics, c'est que d'ici, on va dire, allez, une quarantaine, cinquantaine d'années, ces atolls seront plus habitables. Donc, ce serait 18 000 personnes à déplacer. Et une violence Oui. titanesque du fait de devoir quitter son île. On va pas déplacer les tombes, on va pas déplacer les arbres, les gens devront tout laisser derrière eux. Voilà, donc ça représente beaucoup de gens qui sont techniquement des Français, hein. Oui, absolument. Euh, Est-ce que il y a un espoir que l'État français s'engage sur la réparation des dégâts générés en Polynésie? Je pense aux essais nucléaires, j'imagine. Alors les essais, ça va faire 30 ans qu'on attend, j'avoue, on n'a pas eu grand-chose. On a eu des avancées récemment, mais on les a arrachées nous-mêmes, hein. C'est jamais l'État qui a laissé des victoires, c'est souvent nous qui avons dû nous battre. De l'espoir, oui, parce que c'est toujours possible, hein, et que nous, on peut faire les calculs. En vrai, ça coûte, enfin, ça coûte un peu cher quand même, parce qu'ils ont beaucoup de retard, mais c'est tout à fait possible. Le facteur limitant de tout ça, c'est leur ambition politique et c'est aussi notre capacité, nous, à les faire chier le plus longtemps possible jusqu'à obtenir ce qu'on veut, quoi. Donc, faut juste un peu se donner pour continuer à se battre et surtout, voilà, si vous êtes des gens qui avaient des sous, tout ça, ça se finance. Un facteur limitant, c'est aussi souvent l'argent pour financer la lutte. Donc, n'hésitez pas. Merci, et n'hésite pas toi-même à nous dire peut-être à nous faire le relais de l'initiative justement pour financer votre lutte. Euh,
Racha, eh ben, j'ai une question dont je connais la réponse, mais je vais te laisser y répondre. Alors, les associations qui sont opérationnelles à Mayotte, est-ce qu'elles se rencontrent et elles travaillent ensemble? Comment ça se passe? Alors, c'est compliqué parce qu'on n'est pas sur les mêmes problématiques souvent. Nous, au niveau de Mayotte Soif, on est vraiment axé sur l'eau. Nous sommes la seule association sur l'île vraiment axée sur l'eau. Après, comment on fait pour travailler ensemble? On a créé, Mayotte Soif a créé un groupe WhatsApp le jour même de Chido, c'était le 14 décembre. Donc, on a créé et ça nous permet en fait, ça me permet de remonter des informations concernant les autres associations. Donc, nous, on se concentre vraiment, on est vraiment très pragmatique, hein dans nos collaborations avec les autres associations, c'est qu'il y a un impact, notamment quand il y a eu la Fondation de France qui voulait justement intervenir Madame Karine, on a organisé la réunion, c'est Metasoft qui a organisé la réunion. D'ailleurs, c'était maximum 100 personnes, donc il y a eu 100 personnes d'association. Et après, le reste, on n'a même pas pu diffuser parce que c'était tellement, on s'attendait pas à un tel afflux. Quand il y a eu l'intervention de World Central Kitchen aussi, pareil. Quand il y a des informations sur des subventions, ben, on échange, on est là pour ça. Et on invite aussi les associations, d'ailleurs, on invite aussi les associations à mettre sur leur ligne budgétaire, quand elles demandent des subventions, pour leurs bénéficiaires de l'eau, parce qu'on sait que c'est possible, etc. Donc, c'est comme ça que nous travaillons avec les associations de façon très pragmatique et que ça soit, parce que déjà, ils ont tellement de problématiques à gérer, que ça soit quelque chose d'impactant. Moi, on travaille avec notamment là actuellement avec une école, c'est une école associative qui veut, voilà, et une autre école aussi, parce qu'elle a un appel à projet, on va, voilà. C'est comme ça qu'on travaille vraiment pour que, bah, nous, c'est vraiment remonter l'information parce que comme je l'ai expliqué durant mon intervention, avant qu'il y ait Mayotte à soif, concrètement, il y avait vraiment un rideau sur l'accès à l'information. À qui dois-je m'adresser en cas de coupure d'eau? Voilà, quelles sont les associations? Bah, quels sont leurs rôles, même si elles partagent ce qu'elles font. Mais sur l'eau elle-même, sur l'accès à l'eau elle-même, c'était compliqué parce qu'on a la première association vraiment être organisée juridiquement pour justement permettre l'accès au droit. Donc, tous les bénéficiaires des associations, bah, ils ont droit au recours en justice. Donc, on a toujours été très transparent là-dessus. D'ailleurs, le recours là qui est en cours, on a publié sur les réseaux sociaux, les bénévoles, etc. Donc, c'est comme ça que nous travaillons. Et effectivement, on travaille aussi avec l'affaire du siècle. Avant l'affaire du siècle, il y avait notre affaire à tous. On est vraiment ouvert, on est à politique, donc on est vraiment ouvert à travailler avec tout le monde. Du moment où voilà, ça bénéficie à la population, que ce soit en termes de plaidoyer, en termes de transparence, etc. Au contraire, il y a des portes qui restent fermées, malheureusement. Il y a des espaces dans lesquels on n'a pas accès. Mais on va pas se laisser, voilà, on va pas se laisser décourager. On va continuer à aller vers et à mener le plaidoyer, à mener le combat pour qu'il y ait de l'eau. Merci Racha. Jason, est-ce que tu peux nous dire peut-être où, justement, ce que je te disais tout à l'heure, où on peut soutenir euh, ton association Temutu ou éventuellement d'autres sur le soutien à la justice climatique dans les Outre-mer? Ouais, alors il y a deux entités peut-être. Donc il y a Temutu Mhm. que je préside, on a 4 ans maintenant, qui est du coup une Mhm. asso polynésienne exclusivement dédiée aux enjeux climatiques. Vous pouvez nous Mhm. trouver, je pense, sur Insta, oui. Et une autre orga que j'aime beaucoup, qui travaille sur cette fois tous les territoires ultramarins, c'est le CLSE, le collectif de lutte sociale et écologique des Outre-mer, cofondé notamment par Priscilla de Ski, que vous connaissez sûrement pour avoir à peu près lancé le mouvement des Gilets jaunes. Voilà, je vous laisse aller jeter un coup d'œil et voir comment vous pourriez nous soutenir parce que effectivement, nos enjeux sont immenses, on n'est pas des masses et on fait une lutte quasiment aussi grande que beaucoup d'autres, mais avec beaucoup moins de moyens. Donc ça pourrait bien nous aider. Super. Et effectivement, le CLSE organise régulièrement un sommet des Outre-mer, des luttes sociales et environnementales des Outre-mer. C'est ça. L'année dernière, c'était à Paris. Je, je- il me semblait que le prochain aussi est à Paris.
Ouais, le prochain Ouais, est en septembre à Paris. C'est le en sommet Labo Île-de-France, ouais. ouais, Mm. qui réunit du coup quasiment chaque territoire pour discuter de nos enjeux communs et comment est-ce qu'on lutte ensemble. Super. Super. Et j'ai une question encore, et après on va clore. Est-ce que des actions basées sur la nature sont-elles déjà mises en place en Polynésie ou à Mayotte? Est-ce que vous Ça va être voyez? Oui, oui. En fait, nous, comment dire, les solutions fondées sur la nature, qui est un langage notamment de l'UICN qu'on nous rabâche H24. Ne vous inquiétez pas pour nous. De base, nos écosystèmes sont résilients et on est des gens qui avons vécu sur nos îles depuis des millénaires sans trop saccager ce qu'il y avait dessus. Donc, vous inquiétez pas pour ça. On sait faire. L'enjeu, c'est pas qu'on fasse mieux nous en tant qu'indigènes. L'enjeu, c'est que les autres arrêtent de détruire nos îles. C'est surtout ça qu'il faut faire. Ça, c'est une réponse très militante. Merci, Jason. Ouais, Racha, tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Ah oui, j'apprécie de plus en plus parce que c'est vrai, pour une note positive, bah, l'État, etc. Mais l'État, c'est plusieurs services. Et j'ai vu au sein des collèges, bah, ils font pas mal de sensibilisation, ramassage. Voilà, ça fait plaisir. Et des associations, des écoles associatives aussi, voilà, qui sensibilisent sur la préservation de la mangrove. Il y a des agriculteurs aussi qui mènent des projets. Et c'est vrai que tout ça, c'est invisibilisé parce que il y a cette question de donner la parole aux citoyens, c'est vraiment extrêmement important. Moi, je rejoins Jason. Nous connaissons nos territoires, nous connaissons nos problématiques. Nous avons des solutions centenaires, voire plus que ça. Il faut venir vers nous et travailler avec nous pour ces solutions-là. Effectivement, on a aussi entendu parler aujourd'hui, en discutant un peu et en préparation de ce webinaire, d'initiatives type SOS Mangrove, tout un tas d'initiatives pour aussi bah, justement réhabiliter ou renforcer cette nature qu'on a détruit par tout un tas d'actions, notamment par l'État français. Je vous remercie tous et toutes d'avoir participé à ce webinaire. C'était très riche. Donc, retenez Mayotte à soif, le CLSE, le cas Bonner qui continue d'être à suivre. Et puis, je vous invite aussi à suivre les actions de l'affaire du siècle. On va avoir beaucoup de nouveautés dans les mois à venir. Donc, je vous invite à nous suivre, à vous inscrire à notre newsletter et à aussi donner vos sous si vous en avez pour contribuer à notre action. Donc, on continue. On a deux recours actuellement devant le juge français, donc au Conseil d'État avec le recours des sinistrés, et on est toujours en jugement en exécution de la première affaire du siècle qu'on avait donc qui était victorieuse, mais qui n'avait pas donné grand-chose sur les actions de l'État pour baisser ses émissions. Donc voilà, on est devant le juge pour essayer de forcer l'État à faire un peu plus dans les deux cas, donc dans les cas de l'atténuation et de l'adaptation. Et puis on va faire donc toute une campagne qui va être assez innovante qu'on vous invite à suivre là sur les mois à venir et qui devra apparaître en tout début juillet. Voilà, merci à Racha, Jason, Adeline, à Élise et Esther qui étaient en train de répondre à vos questions et à gérer les échos et les micros. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve à un prochain webinaire. Voilà. Merci. À Merci bientôt. beaucoup, à Merci, au revoir. bientôt. Merci Elisa, Au Esther et revoir. Tatiana. Au revoir.